Tous les mercredis de 19h à 20h, Péiscope explore la Guyane à travers sa diversité culturelle. Sur Télépays, Fly Laurenti considère, observe et donne à voir tout ce qui nous regarde. En Guyane, le magazine qui offre un espace d'échange et de partage à tous les acteurs culturels, c'est Péiscope. C'est Péiscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Ça c'est Péiscope, avec Fly nous Paris en noir. Zot pouvez virer Péiscope, avec Fly la Guyane ça cabaye. Si t'as les Péiscope vini si t'as pas t'as pouvez virer Péiscope vendant voile, la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Ça c'est Péiscope, avec Fly nous Paris en noir. Zot pouvez virer Péiscope, avec Fly à la bête à cabaye. Nous pas pressés. Merci de nous suivre, c'est Péiscope qui commence et dans Péiscope, c'est un voyage autour de centres d'intérêt que nous partageons et nous montrons que pendant le carnaval, il y a une vie culturelle qui n'est pas forcément carnavalesque et qu'on ne se laisse pas déborder et quand on a le choix, ce serait dommage d'avoir l'embarras du choix quand on a le choix de l'embarras. Petit côté, grand l'esprit. Quel bon vent les emmène ici sur ce plateau de Péiscope. Eh bien déjà, il y a le vent de la sortie de cet ouvrage que je vous recommande chaudement. Ça s'appelle « Grandir avec le vivant, flore et faune dans les rites de passage ». Et pour nous en parler ce soir, nous aurons Sébastien Chapelon qui a co-dirigé cet ouvrage avec Jocelyn Lachance. Jocelyn Lachance, lui, il est du côté du Québec ou du Canada, mais en tout cas originaire du Québec, mais voilà. Du côté de Pau. Du côté de Pau. Oui. Manque de Pau, je n'avais pas cette info. C'est Sébastien Chapelon que vous venez juste d'entendre. Et à ses côtés, nous avons la chance et le privilège, il faut dire, de le recevoir, parce que ce n'est pas si souvent qu'il est sur les cieux guyanais. Il s'appelle Marc Lony, il vit aux États-Unis, il est de passage. Et il était tout récemment à l'université pour donner une conférence qui a un rapport avec sa publication dans cet ouvrage. Nous en reparlons dans un instant. Nilza Cavalier, c'est toujours un bonheur de l'accueillir sur notre plateau. On peut dire qu'elle ne manque pas d'idées, elle a toujours des idées pour la suite et de la suite dans les idées. Nous en reparlerons. Et puis Tony Rigas, avec laquelle ne fut pas ma joie de le rencontrer à Matoury au détour d'une exposition sur des costumes, un musée éphémère que vous pouvez voir jusqu'à la fin du carnaval, mais même au-delà, à la salle Abel Adonai. Nous ferons plus ample connaissance, nous parlerons des motifs qui les emmènent jusqu'à nous, mais comme c'est l'habitude ici, nous allons leur donner l'opportunité de se présenter et en 1 minute chacun me dire qui sont-ils. T'es qui toi au juste? Oui, mossa. Marc Lony, bienvenue ici à nous Canabiti Cabaye, Rome la parole en vent, parce que nous avons considéré qu'il Rome qui est femme à même égalité, et donc dans le dictionnaire Unso, il y a dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Pour nous, il n'y a qu'un masculin qui a l'emporté sur le féminin, ni féminin qui a l'emporté sur le masculin. Après ça, nous avons femme la parole après, parce que nous avons considéré que mieux il n'est pas allé après nous. Ça, si nous dit bêtises, il a corrigé nous. Hein, il n'est pas belle?
est belle. Marc Loni, bonsoir, bienvenue. Qui monte ça, Bonsoir. Marc Loni? Alors, je suis guyanais, exilé aux États-Unis et je vis à Los Angeles et je suis professeur à l'université de Loyola Marymount à Los Angeles. Par quelle occasion? C'était pour une histoire d'amour? C'était pour une histoire professionnelle que la trajectoire quitte la Guyane pour finalement s'établir aux États-Unis? Non, c'est une curiosité. J'avais envie d'explorer d'autres parties du monde, donc je suis parti là-bas. J'ai toujours été fasciné par New York parce que je lisais beaucoup de romans noirs américains surtout, Chester Himes par exemple, et ça m'intriguait beaucoup, donc j'avais envie de connaître New York. Et donc je suis allé là-bas, et puis quand j'y suis allé, je me suis dit tiens, pourquoi pas étudier là-bas et puis travailler là-bas. Donc vous travaillez dans quoi là-bas aux États-Unis? Donc je suis professeur de littérature française et francophone dans une université qui s'appelle Loyola Marymount University à Los Angeles. Voilà, merci pour cette présentation, la minute tient. Sébastien Chapelon, qui monte ça? Psychologue clinicien, maître de conférence en psychologie à l'Université de Guyane, au laboratoire Minéa, très intéressé par l'adolescence, qui m'a amené à avoir l'idée de cet ouvrage collectif auquel j'ai eu le bonheur d'accueillir des collègues comme Marc et comme d'autres collègues venus de différentes disciplines. Aujourd'hui, c'est chouette qu'on ait le privilège d'avoir Marc avec nous pour pouvoir discuter de son chapitre d'ouvrage, de son travail. Je suis jardinier à mes heures, c'est une belle passion. J'ai des melons qui croissent joliment en ce moment et aujourd'hui la pluie leur a amené du bon. Jardiner, c'est cultiver son jardin, disait l'autre. Déjà, c'est une bonne chose, mais jardiner, ça emmène la patience et puis ça détend. Et c'est très bon dans le monde dans lequel on vit où parfois on est assez bousculé. Donc sport et jardinage, ça fait toujours bon ménage. Pourvu que ça dure. Tony Riga, qui monte ça? Oula. Mais Tony Riga, c'est quelqu'un comme tout le monde. Hein. Je suis guyanais, donc je suis né ici. Et à l'âge de 17 ans, j'ai eu un coup de blues. Ça n'allait pas du tout à la maison. Je me suis dit, il faut absolument que je parte pour voir ailleurs. Je vais voir ailleurs ce qui se passe. Parce que je trouvais qu'ici, chez moi, il n'y a pas d'ouverture personnelle. Donc je suis parti. Et à l'époque, j'étais ébéniste, je faisais des meubles. Parce que j'avais des amis qui faisaient des meubles aussi, mais quand on exposait nos meubles, tout le monde disait « Ah, que c'est joli, c'est joli, c'est joli ». Et moi, je ne voulais pas qu'on dise que c'est joli, je voulais qu'on dise « Monsieur, je prends ». Oui, pragmatique. Donc, j'ai fait des meubles aujourd'hui qui est toujours là en Guyane, j'espère. Et donc, comme ça, je suis parti. Et à Paris, j'ai voulu continuer mon métier. Et j'ai jamais pu parce qu'ils n'ont jamais cru à mon travail. Et j'ai fini par dire un jour aux gens, effectivement, c'est pour moi qui ai réalisé ces meubles. Et puis j'étais au chômage, et puis un jour, la NPE me contacte en disant, voilà, est-ce que ça vous intéresse? Beaubourg cherche quelqu'un. Donc j'ai dit oui, et je connaissais... On parle bien du centre Georges Pompidou à Paris. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, j'y vais sans connaître c'est quoi Beaubourg, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et j'arrive, effectivement, on me montre un meuble à faire, il était vraiment très très grand. Et je fais mon meuble comme j'ai l'habitude. Donc je fais mon meuble et puis voilà. Et puis c'est comme ça, par rapport à mon travail, ils m'ont gardé. Et donc je venais faire des missions. Et un jour, il y a un gars qui me voit dans les coulisses, me dit, dis donc, vous êtes toujours là? Et c'est que si vous êtes là, c'est que vous êtes un mort. J'ai dit exactement que je suis un mort. Et c'est comme ça que j'arrive à Beaubourg et je me retrouve encadreur d'œuvres à Beaubourg. Alors, 5 minutes est échue, mais vous noterez que la minute de Kimoun Moussa, ce n'est vraiment pas pour meubler. C'est le cas de le dire. On y revient tout à l'heure. Tony Riga, aujourd'hui, est plasticien et va nous parler de sa passion, de ce qui l'anime et pourquoi l'art lui parle à ce point. Nisa Cavalier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fly, bonsoir aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Donc moi, c'est Nisa Cavalier, je suis haïtienne. Je suis arrivée en Guyane en décembre 2018 et je me vis artiste chercheuse.
dramaturge, comédienne, metteur en scène. Et j'étais aussi par moments enseignante, et parce que j'ai une licence en lettres modernes à l'Université de Guyane, et aussi titulaire d'un Master 2 en civilisation, culture et société. Et je suis militante, activiste, militante culturelle, j'ai envie de dire, et féministe aussi. Eh bien, merci. Et ce soir, particulièrement, avec la compagnie Idaoun, nous allons parler d'une action qui a commencé un peu avant le début du carnaval, qui a grandi avec le carnaval, qui a impliqué 4 jeunes, Oui. une opération qui a un rapport avec la littérature, l'observation, l'immersion sur le terrain, La recherche. à la recherche, Voilà. et une production à la clé qui va ce vendredi-ci, Oui. à l'accordeur, être on va dire l'épilogue de cette belle aventure qui en est à sa 2e année. Et pour être plus précis, ça s'appelle Écho des rouilles masquées. Et le spectacle, c'est un concert de poésie carnavalesque qui aura lieu à l'accordeur vendredi à partir de 19h. 9h. Voilà. Nous y reviendrons. Alors, je vais enchaîner et vous allez écouter cet extrait. Vous allez voir comment le hasard ne fait pas par hasard les choses. Écoutez. Toi fait, toi racino, je t'ai oublié, ramassé, songé. Toi fait, toi racino, je t'ai oublié, ramassé, songé. Moi rien passé, moi toi fait tomber la donne. Je t'ai oublié. Voilà, c'est un extrait interprété par Emeline Michel. Ça s'appelle 3 feuilles, 3 racines. C'est un extrait de la tradition haïtienne. En 1950 déjà, il y avait des arrangements de ce titre pour les grands orchestres. Et tous les artistes haïtiens qui se respectent, d'une manière ou d'une autre, revisitent ce titre-là. Et toute la symbolique, eh bien, elle est ici représentée. Grandir avec le vivant. 3 feuilles, 3 racines. Toute cette symbolique qui nous dit que j'ai oublié, ramassé, songer. C'est le cycle de la vie, en fait. Oui. Et à travers ces 3 feuilles, 3 racines, l'utilisation des feuilles, c'est pour la divination. Et donc, on a tout ce qui est en rapport avec les rites, les rituels, etc. Et bien évidemment, jeter pour oublier et ramasser pour se souvenir. Et quelque part, Sébastien Chapelon, lorsque vous avez mis en place ce grandir avec le vivant, on était au cœur de cette problématique avec toutes les personnes que vous avez contactées. Comment vivre avec le vivant, comment transmettre ce vivre avec le vivant, et quel constat peut-on faire quand le vivre avec le vivant semble ne plus exister, ce qui va être le cas de l'étude de Marc Loni. Donc, est-ce qu'on peut nous présenter à l'origine le projet? Deux constats parallèles, c'est que d'un côté, l'homme s'éloigne. Tout à l'heure, je parlais de mon attrait pour le jardinage, mais jardiner, c'est aussi être en contact, en contact étroit avec la nature et sa vulnérabilité. Aujourd'hui, il a beaucoup plu. Quand il pleut beaucoup, il y a des petites pousses qui meurent. Quand il fait trop chaud, il y a aussi des plantes qui meurent. Ça, on en est de moins en moins conscient
de l'importance du vivant autour de nous. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis un deuxième constat, c'est qu'on est aussi dans nos sociétés modernes de plus en plus en difficulté pour faire grandir les enfants, et particulièrement au moment de l'adolescence. Et puis, on est en Guyane, et en Guyane, il y a quand même des traditions importantes qui sont maintenues. Et donc, l'idée, c'était aussi d'aller voir qu'est-ce qui se faisait dans la tradition de ces deux côtés-là. Comment on fait traditionnellement grandir les enfants autour de la question des rites de passage, qui finalement est pas forcément beaucoup étudié, même si un livre important a été écrit par Thierry Gogol-Dallandan, après Arnold van Gennep. D'autres se sont intéressés aux rites de passage, Turner et d'autres, mais finalement, il y a des rites qui sont traditionnellement employés, mais qui sont en train de se perdre. Il y a des générations, on est sur des générations où certaines personnes de 40, 50 ans n'ont pas eu de rite de passage, alors que leurs parents avaient eu droit à une cérémonie rituelle pour marquer le passage de l'enfance à l'âge adulte. Et donc l'idée, c'était aussi de conserver vivant un patrimoine qui l'est encore, alors que dans ma propre culture, par exemple, moi qui suis auvergnat, les rites de passage, ça fait bien longtemps qu'on les a oubliés. Donc l'idée, c'était aussi de Alors, nous y reviendrons et nous évoquerons donc les contributions de quelqu'un comme Mireille Osakwa-Badami, qui est docteur actuellement et qui a travaillé sur les rites chez les Amérindiens, oui, plus particulièrement chez les Kalinia. Oui. Nous avons également Madame Marc-Alexandre Tarot et Oui. Clarisse Ansoé Tarot, qui ont travaillé sur le rite du Gikwe, du Gipangi, qui consiste à littéralement donner le pagne, le rite de passage chez les jeunes filles et jeunes femmes Bushinagé. Oui. Et bien évidemment, il y a eu des analyses littéraires de Mylène Danglade, qui donne un peu le pendant au travail réalisé par Marc Launy. Marc Launy qui d'ailleurs connaît et entretient des relations régulières avec Mylène Danglade, pour des raisons professionnelles, parce que vous avez la même passion autour de la littérature. Même passion littéraire, Oui. c'est vrai. Et avec Monique Blérald, qui aussi travaille beaucoup sur le carnaval et la littérature liée au carnaval. Donc, nous travaillons, c'est vrai, En synergie. en synergie, beaucoup. On communique souvent, Monique, Mylène et moi. Alors moi, je me suis penché également sur les travaux que vous avez pu réaliser en dehors de cet ouvrage, et j'ai découvert que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur la question haïtienne et des migrations haïtiennes en Guyane. C'était aux alentours de 2010 à peu près, ou 2004, plutôt 2004. Oui. 2004, c'est ça. 2010, c'est quand vous étiez venu pour un colloque autour de Damas. C'était Damas, c'est ça. Donc, à cette occasion, puisque vous vivez depuis longtemps aux États-Unis, pourquoi vous vous étiez intéressé à cette migration haïtienne en Guyane, et au point d'aller faire des enquêtes, de les interroger, leur donner la parole? Qu'est-ce qui vous avait motivé? En anglais, ça s'appelait Picking and Unpicking. Picking and Unpicking, oui. Voilà, et vous l'avez publié aux États-Unis. Oui, parce que, en fait, j'ai commencé par la littérature, évidemment, comme toujours. Donc, j'ai lu La Ferrière et Dany La Ferrière, donc ça m'a beaucoup plu. Edwige d'Anticat. Donc, tout ça, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Enfin, il y a une créativité chez les Haïti, il y a une créativité, enfin, quelque chose dans l'art haïtien. C'est très riche. Et donc, c'est un pays en même temps qui est très pauvre, qui meurt de pauvreté, les gens vivent dans la rue, et il y a cette créativité incroyable. Donc moi, ça m'a vraiment passionné, et je me suis dit, quand je suis venu en Guyane, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ce que font. Et j'ai vu qu'il y avait une migration haïtienne énorme, donc j'ai vu des Haïtiens qui travaillaient dans les maisons un petit peu aisées, bourgeoises de Guyane. Donc je me suis dit, femme de ménage, jardinier, donc tout de suite, ça m'a intéressé. Et j'ai interviewé donc des jardiniers et des femmes de ménage pour savoir comment ils vivaient, comment ils étaient arrivés en Guyane. Et voilà, ça a été le projet que j'ai entrepris, oui. Je vous présente donc un projet qui va chercher à la source et à la racine les mêmes interrogations. Nitza nous a parlé de son travail à l'université de Guyane, et donc dans le cadre de son master, et a pris le taureau par les cornes, est allé faire également des enquêtes sur le terrain autour de l'habitat qu'on qualifie d'informel, mais vous avez plutôt
préférez mettre l'accent sur Autoconstruit. voilà, autoconstruit. Et ce sont des zones de subsistance, de résistance également. Et donc, vous avez passé un temps sur le terrain, pareil, à faire ce travail. Justement, j'ai mis 2 ans, donc le temps de mon master 1 et 2 sur ça. Et la nuance, c'est que j'ai eu une approche artistique parce que justement, je pense que l'art, justement, permet cette liberté et ça a été le cas. Mon projet s'intitule WEM, ou Sortir de l'invisibilité, une expérience théâtrale à Sablance, un quartier populaire de Guyane. Donc, WEM pour dire regarde-moi ou regardez-moi, pas pour supplier à l'autre de me regarder, de regarder la personne migrante en soi, mais pour dire qu'on est des êtres humains. Il ne faut pas oublier que chaque personne doit avoir ses valeurs humaines et que justement chaque personne a en elle cette dignité à respecter. Et donc ça a fait que j'ai envie de dire mon enquête, c'était à la fois une libération de la parole, un moyen ou une façon de montrer que ces personnes, généralement, moi, j'ai vraiment pris l'approche où on stigmatise la personne migrante, où on transforme cette personne, ce corps, en crise. Et donc, j'invitais vraiment les personnes qui participaient aux ateliers à se livrer, à s'affirmer, à affirmer leur dignité et à dire qu'on est des créatrices, qu'on est des créateurs. Alors, vous, Nitza Cavalier, on sait, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger sur ce même plateau de Radio et Télé Pays, que vous êtes arrivé, comme ça peut arriver dans la vie, aux 4 coins du monde, par des coups du sort. Votre père a été assassiné, vous vous retrouvez vous auriez bien aimé rester en Haïti où tout se passait bien pour vous, vous faisiez du théâtre, vous étiez épanoui, vous avez des amis, et brusquement, mais c'est l'arrachement. Et pour, on va dire, exorciser tout ça, pour trouver la force de vivre, vous avez trouvé comme mode d'expression l'art. Et vous dites que c'est ce qui soigne votre âme. Oui. Et c'est ce qui peint, c'est ce qui donne des couleurs à votre âme. Exactement. Je pense que l'art, c'est vraiment ce moyen que tout le monde peut utiliser, en fait. C'est un peu la démarche d'inviter à l'autre de se dire, notre cerveau peut utiliser quelque part la littérature, la création, la scène, la musique pour justement s'extérioriser, pour justement transformer justement les douleurs du monde en œuvres d'art. Bien. Maintenant, je donne la parole à Tony Riga, parce que nous avons parlé du vivant. Et Tony Riga, à l'orée des années 60, on va dire fin 58, il naît à Cayenne. Et puis son adolescence au milieu de filles, parce que finalement, c'est comme on dit, dernier bout de boyau au moment. Le petit dernier, qui est un garçon parmi les filles, il est du côté de Rémy en Montjoly, et il passe son temps à aller en forêt. Et ce qui l'intéresse, c'est le vivant tout autour. Là où les gens, généralement, là où c'est déserté, c'est ce qui l'attire. Ce vivant-là, qu'est-ce qui justifie cette attraction très tôt pour le vivant? C'était déjà la conscience d'être un peu différent. Oui, puisque la nature me donnait la possibilité de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Donc, pour moi, le vivant, là, quand j'entends le vivant, ça me fait plaisir. Je me dis, c'est un mot que j'utilise souvent. Voilà. Du vivant, c'est le regard, disons, c'est tout. Quand je dis, même manger, quand je dis aux gens, moi, je mange du vivant. Je ne mange pas quelque chose qui est mort. Et on me dit, mais t'es fou avec ton vivant. Je dis, oui, peut-être, mais moi, je veux du vivant. Et donc, je respecte la nature, puisque c'est elle qui me donne ce vivant. Donc, c'est vrai que j'ai vécu avec ça toute mon enfance. Je partais en forêt tout seul et je retournais vers la 9h du soir et ma mère était inquiète, etc. Oui. Et on vous avait même surnommé à l'époque le chien crabier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas l'environnement guyanais, ce que c'est qu'un chien crabier? Alors, un chien crabier, c'est un petit animal qui vit aux abords des criques et qui nettoie ensemble, parce qu'il mange tout ce qu'il voit, enfin, tous les restes. Et comme il est dans les criques, il a plein de vase sur lui, plein de boue. Et moi, comme j'adorais la vase, la boue, je m'enduisais de vase sur le corps. C'était comme un vêtement, pour moi, la vase. Et donc, quand j'arrive à la maison, je m'appelle le chien crabier.
Alors, il y a des vocations qui sont là à la genèse même de l'histoire et de la relation avec les éléments. Parce que les Guyanais vous connaissent plutôt, Tony Riga, parce que vous êtes membre d'une association qui s'appelle Natural Tribal, Tout à fait. que l'on voit exprimer son art dans les rues à l'occasion du carnaval. Bon, ils sont peut-être pas aussi nombreux à savoir ce que vous faites au-delà du carnaval et au-delà du masque, mais vous avez toujours axé votre travail sur une quête de cette façon que vous avez à vouloir prolonger la vie de ceux qui semblent morts. Oui, c'est surtout aussi de donner vie à quelque chose qui pour nous qui est sale. C'est pareil, les gens ils mangent quelque chose, une fois qu'ils ont terminé, c'est sale. Ils balancent dans la nature, mais ils se disent pas que la nature c'est pas une déchetterie. Et donc quand je vois ça me rend malade. Et donc j'ai décidé de tout ramasser et de les balancer ça, comme je dis, balancer, mais pas dans un mouvement négatif, plutôt dans un mouvement positif, puisque je viens dans des parades où tout est féerique. Donc je viens amener encore de la féerie. Et les gens sont étonnés de dire, mais comment peut-on faire tout ça avec rien? Parce qu'au départ, quand j'ai voulu faire ça, j'avais pas d'argent. Je me suis dit, mais comment faire? Pas d'argent. J'ai dit, écoute, c'est pas grave. Il suffit de faire les choses, tu les ressens. Et la nature m'a permis de ne pas essayer de faire, mais de voir ce qu'il y a à faire. Et à partir de quel moment vous êtes projeté, vous vous êtes imaginé plasticien, en pleine possession de vos moyens, autour de l'œuvre, et être en mesure d'aller présenter ça au grand public? À quel moment vous avez pensé que c'était possible? Depuis enfant, j'ai pensé, mais on me disait toujours dégage avec tes bêtises, tes cochonneries et tout. Et moi, au fond de moi, j'y croyais, puisque je voyais les choses avant les autres. Donc, après, j'ai dit, bon, je prends mon mal pour un bien. Je vais quand même les faire, toutes ces choses que je vois. Effectivement, j'ai tellement fait que quand je suis parti en France, j'ai continué. Et je me suis dit, alors au départ, je travaillais un jour, je me suis dit, le carnaval guyanais est nul. Je me suis dit, non, Tony, ne dis pas ça, parce que tu n'as rien fait. Donc, fais quelque chose et ensuite, tu pourras juger. Et donc, j'ai dit, bon, ok, je vais faire cette chose. Et donc, je me suis mis à construire ce que je voyais. Et donc là, en y allant dans la rue, les gens trouvaient ça merveilleux et tout et tout. Et c'est depuis voilà, je me lance dans la création. Et aujourd'hui, dans les rues, même à Paris, les gens m'arrêtent, me disent, dis non, monsieur Riga. Alors, pour la petite précision, Tony Riga, qui est très modeste, ne dit pas que, entre-temps, quand il est arrivé à Beaubourg, eh bien, on fêtait les 30 ans de Beaubourg. Il a été sollicité et il a mis en place un défilé de costumes qu'il a lui-même réalisé et qui est époustouflant. Et qu'à partir de là, on l'a vu dans des défilés à Paris, dans la Pride par exemple, on l'a vu dans des fêtes de la couleur, on l'a vu dans tous les événements où il a trouvé comme moyen de révéler son talent, c'est-à-dire de fabriquer les costumes qu'il habite lui-même et être son médium, quoi, en fait. Et c'est ainsi que régulièrement, on vous a passé des commandes à partir de ce que vous présentiez. Tout à fait. J'ai fait une exposition à Cayenne, à Paris, je suis très pris au niveau des demandes et tout, et les gens aiment beaucoup, disant, c'est pas qu'ils aiment, mais ils ressentent une... Ça leur parle. Voilà, ça leur parle. Voilà. Ils sont émerveillés par mes costumes, je sais pas pourquoi. Bien, alors nous aurons l'occasion de les voir en détail, vous verrez, mais je pense que vous avoir dans Périscope, c'est un bonheur pour moi, parce que on peut susciter chez ces jeunes, comme on va voir tout à l'heure, qui participent à cette petite résidence, on va dire, d'écriture, l'envie de se dépasser, en disant « tout est possible, donnons-nous les moyens, le monde est vaste, et puis si on n'est pas compris là, ce n'est pas grave, ne blâmons pas ceux qui ne nous comprennent pas, le temps est un grand maître, il finira par jouer pour nous. » Alors je vais rebondir sur Marc Lony, parce que le temps a joué pour vous, quand vous avez décidé de partir aux États-Unis pour aller passer votre doctorat. Oui. Finalement, vous n'avez pas envisagé de rester là-bas aux États-Unis, vous n'êtes pas parti parce que c'était une opportunité qui se présentait dans votre jeunesse, votre fougue, et puis finalement, voilà, votre vie est plutôt là-bas.
J'étais fasciné par New York d'abord. C'était pour moi une ville extraordinaire, donc j'avais envie d'être à New York. Donc je suis parti là-bas. J'ai rencontré une petite communauté haïtienne, parce qu'il y a beaucoup de Haïtiens à New York. Et donc, au départ, je jouais de la musique quand je suis parti. Donc, je me suis mis à jouer avec des copains haïtiens à New York. Et puis ensuite, quand je suis revenu à New York avec des projets plus littéraires, disons, donc là, j'ai essayé d'aller à l'université pour m'inscrire en doctorat à NYU. C'était pas, ils me donnaient pas. Les universités américaines donnent de l'argent, puisque ça coûte cher quand même d'être étudiant aux États-Unis. Donc là, on m'offrait plus d'argent en Californie, donc je suis allé finalement passer mon doctorat en Californie. Mais en Californie, vous étiez plus proche de l'environnement guyanais, ça vous rappelait plus la Guyane. C'était le bonheur. Quand je suis arrivé en Californie, je me souviens, j'étais dans ma voiture, je disais, ah voilà, c'est comme ma Cayenne, il y avait des palmiers le long de la mer, je roulais en voiture pour aller à l'université, c'était génial. Donc pour moi, c'était l'endroit rêvé. D'étudier, enfin c'est l'endroit rêvé pour tout le monde, d'étudier en Californie. Et une fois aux États-Unis, vous n'avez pas quand même oublié vos racines ni la Guyane. Vous avez fait un travail autour de l'œuvre de Damas, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Vous avez également travaillé sur Atipa. Mon premier centre d'intérêt, Atipa, c'est vrai. Donc j'ai écrit quelque chose sur Atipa, qui a été publié en anglais. Et puis j'ai continué à travailler, mais j'ai vu que beaucoup de gens se sont mis soudain à s'intéresser à Atipa. Donc j'ai arrêté, enfin ça a coupé court mon envie de continuer sur Atipa. Mais bon, pourquoi pas recommencer un jour. Bien, alors vous avez travaillé sur Atipa avec la version originale, c'est-à-dire avec le créole de l'époque. Avec Loyer, et puis Marguerite Fauquenois venait de publier son livre en traduction française. Oui. Donc j'ai travaillé sur les deux versions. Ouais. Eh bien écoutez, j'ai pour vous une bonne surprise ce soir. Il y a une version qui est sortie en créole guyanais mais créole contemporain. Ça s'appelle Atipa, livre guyanais, premier livre marqué en créole, que tout pouvait lire à présent, puisque ce n'est pas toujours évident quand on n'a pas cette approche. Moderne, ouais. Et je vous l'offre, c'est les éditions Pinjoko qui publient ça. Merci. Et c'est un plaisir pour moi de vous l'offrir, parce que je sais que parfois on ne sait pas que d'autres ont travaillé sur des sujets, et on arrive parce qu'il y a eu l'année Atipa, il y a eu des concours, il y a eu d'autres choses, mais il est bon de souligner que, voilà, quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Et donc, votre contribution compte dans l'œuvre littéraire, de l'analyse, etc. Donc, je vous félicite pour ça. Et nous allons évoquer avec vous la connexion qui s'est établie à l'occasion de votre participation sur cet ouvrage « Grandir avec le vivant ». La problématique est posée. On a évoqué tout à l'heure ces réalités guyanaises. On est plus sur une question de comment va se faire la transmission, comment on va cohabiter avec ces rites de passage, avec la société moderne qui risque un peu de bousculer un peu les habitudes, à une différence fondamentale. Quand on est aux États-Unis, comment le vivant trouve sa place dans le bitume, comment on établit cette connexion avec le vivant, comment vous avez procédé pour... C'est très difficile, c'est une grande difficulté pour les Américains parce que bon, on est en Californie, moi je suis en Californie, donc c'est Hollywood, c'est le pays du cinéma, c'est les grandes entreprises américaines, donc les gens ils balaient les marécages d'un revers de main et ils construisent des immeubles, voilà, donc les Américains font toujours très attention à mettre des parcs un peu partout, donc il y a des parcs artificiels en quelque sorte qui naissent, par exemple dans mon université, ils construisent un bâtiment. Et en un mois, on a des palmiers géants qui bordent l'avenue. Les arbres ne poussent pas. On les plante directement adultes et tout de suite, on a la nature. C'est une nature que je trouve artificielle, en fait, en définitive, qui n'est pas la vraie nature, mais quand même, il y a un effort pour essayer de faire comme si c'était la nature. Et c'est ça, aux États-Unis, qui est important. Alors, quel fil vous avez tiré pour nous faire comprendre cette réalité-là? Vous êtes parti de quoi? Je suis parti du fait que j'ai des étudiants noirs américains. C'était l'époque George Floyd. Donc, on entendait partout dans les rues Black Lives Matter. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Mes étudiants m'ont dit, vous devriez lire le livre de Ta-Nehisi Coates. Et j'ai lu. Et j'ai été tout de suite emballé. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un livre très, très fort, très puissant. Et où il remet en cause la situation du noir aux États-Unis. Donc j'ai proposé à Jocelyn et à Sébastien de travailler sur le fait que les Noirs américains sont depuis longtemps, depuis la sortie de l'esclavage, enfin ils sont cantonnés dans une espèce d'entre-deux
dans ce qu'on appelle dans les rites de passage la phase liminaire, c'est-à-dire au milieu, ils n'arrivent pas à s'intégrer complètement dans la société américaine. C'est ce que dit Ta-Nehisi Coates. On n'arrive pas à s'intégrer, on est sans arrêt menacé. L'exemple de George Floyd et puis d'autres. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je travaille là-dessus. Et j'ai eu de la chance que Jocelyn et Sébastien acceptent mon projet. Et donc, j'ai travaillé sur ça. Donc, vous avez travaillé sur ce qu'on appelle le passage ambigu. Le passage ambigu, parce que les Noirs, enfin, il y a beaucoup de Noirs américains qui ont du succès dans la société américaine. Il y a eu Barack Obama et son élection en 2008, donc tout le monde a pensé que c'était extraordinaire. Mais en fait, il a été très critiqué parce qu'il n'a pas fait grand-chose pour la population noire. Il ne pouvait pas, en fait. Un président n'a pas tous les pouvoirs. Donc, les gens ont été déçus par le passage d'Obama. Et puis, on s'est aperçu que finalement, malgré tout, malgré les acteurs américains qui sont très connus à l'international, malgré les chanteurs, malgré la musique noire américaine, ils ne sont jamais vraiment intégrés, c'est ce que dit Coates, dans la société américaine. Mais peut-être que c'est aussi le revers de la médaille, parce que le système utilisé aux États-Unis fait en sorte que les minorités soient visibles, mais les rendre visibles, ça ne veut pas dire que finalement, comme disait tout à l'heure dans son étude Nizza Cavalier, ça n'a pas dit qu'à Oyer, intramuros. Oui, la visibilité, oui. C'est ce que je disais quand je parlais. On ne voit que les succès, en fait. Voilà, c'est ça, la visibilité, c'est Hollywood. Les États-Unis, c'est les grands centres commerciaux, tout est dans la visibilité. Mais en fait, dessous, il y a par exemple, quand il y a eu l'affaire George Floyd, je l'ai dit dans mon article, il y a eu partout des pancartes marquées I am George Floyd, etc. Mais en fait, j'habite dans un quartier assez aisé, donc les gens mettent ça sur leur pelouse, et voilà, c'est fini. Donc tout est dans la visibilité. Une fois qu'ils ont fait ça, ils sont plus responsables de rien. Moi, j'ai trouvé ça assez curieux parce qu'en même temps, ils ont des domestiques noirs, ils ont des domestiques mexicains, ils se font nettoyer leur voiture devant la porte par les domestiques mexicains, par des sociétés, etc. Donc, je trouvais ça un peu curieux. Alors, là où on parle tout au long de l'ouvrage de rites de passage, vous nous avez proposé un jeu de mots de circonstances. Vous avez parlé des risques de passage. Oui. Et comment vous les avez identifiés, ces risques ? Je me suis intéressé à parce que, en fait, le livre de Coates est intéressant parce que le titre original de son livre, c'est Between the World and Me, c'est-à-dire entre le monde et moi. Et donc, ce titre, il le tire d'un poème de Richard Wright. Et Wright, il écrit, c'est un auteur, bien sûr, des années 40, 50, mais Richard Wright, il est très brutal dans sa vision de l'Amérique. C'était l'époque de la ségrégation. Et donc, pour Coates, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'entre Black Boy et là, il s'est passé presque rien, en fait. Il s'est rien passé puisqu'il dit on continue à tuer les Noirs, on continue à les assassiner sans raison, apparemment, puisque les adolescents noirs. C'est pour ça que ce livre qu'il a écrit est très important, puisque c'est pour ça qu'on parle de rite de passage. C'est un livre qu'il écrit pour son fils de 15 ans, qui devient adulte. Et il lui dit, je ne peux pas te protéger, tu risques de perdre ton corps à tout moment. Donc, et moi je suis impuissant, je suis ton père, mais je ne peux rien faire pour toi. Donc fais attention, c'est tout ce que je peux te dire. Et il dit, ça ne va pas cesser. C'est comme ça. Donc tu es dans un monde où ta vie est en danger en permanence. Et c'est pour ça que ce livre est puissant. Il y a une grande émotion qui se dégage de ce livre. Et ce livre qu'il écrit, c'est un peu... il a un moment où son fils doit devenir adulte, mais c'est un risque de passage. C'est pour ça que j'ai employé j'ai fait ce jeu de mots. Et puis, pour aborder la deuxième partie autour du vivant, parce qu'il y a aussi ce rapport à la nature, l'écologie, ce que vous qualifiez d'éco-blackness, est-ce qu'on peut savoir ce que ça sous-entend ? Oui, bon, alors, chez Coates, il dit la nature ne nous aide pas du tout. Et effectivement, les Noirs sont sortis des plantations, ils ont immigré en masse, il y a eu les grandes migrations après l'esclavage, donc ils sont allés dans les villes, New York, Chicago, et ils ont peuplé Harlem, etc. Et maintenant, ils vivent dans les ghettos, et avec les risques des gangs, de la drogue, et donc c'est plus du tout la même chose. Ils sont sortis d'un environnement naturel, entre guillemets, avec le vivant non humain, et ils n'ont pas du tout envie, pour beaucoup d'entre eux, d'y retourner, puisque ça leur rappelle ce qu'ils avaient vécu, les souffrances, etc., où on lynchait les gens, enfin les arbres. Il y a eu cette chanson, Strange Fruits, les fruits étranges qui pendent des branches des arbres, qui sont des corps noirs lynchés. Donc pour eux, ils n'ont pas du tout envie de retourner dans ça. Mais beaucoup d'associations essaient de les encourager les jeunes noirs, leur dire, voilà, vous pouvez quand même retourner, réconciliez-vous. C'est une réconciliation avec la nature.
Et l'environnement, quand je parle d'éco-blackness, l'écologie, c'est non seulement la nature, mais c'est aussi l'environnement dans lequel on vit. C'est les relations avec les gens, c'est l'environnement en général. Et l'environnement, l'écologie des nouveaux Noirs américains, c'est l'écologie des villes, c'est le béton. George Floyd a été assassiné sur le béton des villes. Immanquablement, Nitza Cavalier, ça vous parle quand on connaît la situation d'Haïti, on a vu comment les arbres ont été les principales victimes pour en faire du charbon, quand on connaît l'importance de l'équilibre, et quand on a, par exemple, en Guyane, ce contraste avec cette nature abondante, etc. Quel constat vous faites et où sont les motifs d'espoir et dans quoi vous les investissez? Justement, en fait, quand vous parlez d'arbres et que vous faites le parallèle avec Haïti, je pense notamment à cette période. Et comme on est sur la nature, on est sur le contact. Et tout à l'heure, vous avez passé 3 feuilles, 3 racines. Donc, ça me renvoie aussi à des campagnes qui ont été faites contre justement la déforestation. En fait, c'est surtout une campagne spirituelle où justement l'État était complice avec d'autres personnes dans la sphère religieuse pour couper des arbres qui représentaient justement les divinités africaines, etc. Donc, ça m'a fait penser à ça. Et justement, je pense que ce que dit l'auteur, justement, dans Une colère noire, c'est vraiment cette interpellation pour nous, afrodescendants, afrodescendantes, et aujourd'hui vivant en Guyane et ailleurs, de se questionner encore sur cette histoire qui traverse justement les frontières, qui traverse les générations et qui existe en nous, même si pas exactement comme ça existe aux États-Unis, mais ça existe. Et l'espoir, c'est chaque personne, chacune, d'être conscient de ça, d'être conscient de cette réalité. De faire partie, d'être une des branches de cet arbre. Voilà, et justement de se dire, voilà, moi, qu'est-ce que je vais faire pour contribuer à un changement, un possible changement. Mais c'est ce que vous faites, vous, régulièrement, en posant des actes, parce que vous avez une perception de l'urgence de préparer demain sur d'autres codes, d'autres modèles, d'autres paradigmes aussi. Oui, justement. Et le moyen, c'est l'art. C'est l'art. Oui. D'accord. Alors, parlez-nous de cette opération qui en est à sa 2e année d'existence. Oui, Écho des Rues Masquées. Oui. Écho des Rues Masquées, c'est un projet que nous avons initié avec la compagnie Daon, notamment avec Richelle Estimable, qui est actuellement étudiante en Master 2, Civilisation, Culture et Société, à l'Université de Guyane. Donc, c'était pour nous un moyen de revisiter le patrimoine guyanais, le patrimoine carnavalesque guyanais à notre façon et avec ce que nous savons faire, donc écrire et jouer. Et on avait vraiment profité de l'occasion pour aller dans les rues, vivre l'ambiance carnavalesque, saisir chaque détail, chaque élément justement qui peut passer inaperçu, mais qui veut dire quelque chose. On a aussi travaillé sur les personnages emblématiques du carnaval guyanais. L'année dernière, avec Richelle, on a sélectionné le personnage coupeuse de canne et Neg Marron, une femme, Negues Marron, donc qui justement nous permettait de retravailler toujours avec notre même leitmotiv, notre même approche artistique sur nos origines, sur notre histoire. Ça nous a permis de saisir ces aspects-là, mais d'une façon festive. Et cette année encore, on a fait appel à deux jeunes qui étaient déjà des artistes de la compagnie, et on a lancé un appel à participation où on a sélectionné 2 autres jeunes, Darla Saint-Louis et Wissentia Estilien, aux côtés de Nadlika Joseph et Winsmar Cavalier, donc qui étaient déjà des artistes de la compagnie, où on les a invités de faire la même chose. On les a invités justement d'aller dans les rues carnavalesques, de saisir cette ambiance-là. Et justement, on s'est intéressé à l'ambiance populaire parce que on questionne vraiment ce que le peuple ressent, on questionne vraiment cette façon ou les façons dont chaque personne de cette société vit justement leur réalité festive. Donc, on s'intéresse au fait, par exemple, que quelqu'un peut avoir plusieurs tribulations, j'ai envie de dire, mais à ce moment précis de l'année,
il ou elle va se rendre au carnaval pour se défouler, pour s'amuser. Et je pense que c'est aussi une même réalité ailleurs, que ce soit en Haïti, au Brésil, si on se plonge vraiment dans l'histoire des carnavals et ce côté paradoxe, contraste qu'il y a avec cette histoire qui reviendra toujours parce que ça fait partie de nous, la colonisation, et on va encore se replonger sur ces côtés où justement nous et notre peuple saisissait ces moments pour s'affirmer, se représenter, ce qui existe encore dans les carnavals et dans les personnages emblématiques du carnaval guyanais, que ça soit Coupeuse de Cannes, Nègre Marron et Zombie Baréo, voilà, balayeuse. Il y a toujours cette connexion-là et ce détournement-là pour s'affirmer, pour exister. Alors, moi, j'ai envie de poser la question à Sébastien Chapelon. Est-ce que là, on voit, à travers une opération comme celle-là, qui se répète, est-ce que ça peut être le début d'un rite de passage, quelque part, vu que dans la société guyanaise, il y a ce rendez-vous avec cet espace culturel qui est significatif, et que fort souvent, la transmission ne se fait pas dans les familles directement. Est-ce que on peut considérer qu'il y a une possibilité de toucher au rite de passage, là aussi? Peut-être, j'étais en train de me dire sans doute l'institution de quelque chose, mais pour qui est rite de passage, tel que le définit Van Gennep, qui a écrit le livre fondateur Les rites de passage en 1909, il faut qu'il y ait 3 moments. Oui, alors on peut les énumérer. Alors il y a le moment préliminaire qui consiste à mettre le sujet, l'impétrant, à l'écart, qu'on peut aussi appeler le novice. On va l'écarter. On va, dans certaines sociétés, on va envoyer les garçons chasser dans la forêt. On va mettre les jeunes filles dans une cabane ou dans quelque chose qui les éloigne, qui les coupe du reste du groupe. Ça, c'est la première étape. Préliminaire. Après, on a le moment liminaire, aussi appelé la marge, dont Marc a parlé tout à l'heure. Durant la marge, cette étape liminaire, on va dénuder le sujet, et parfois au sens littéral. Chez les Bushinangais, tout à l'heure, je parlais du travail de Clarisse Anso-Etaro et Marc Alexandre Tarot. Ils montrent que traditionnellement, maintenant c'est de plus en plus critiqué, mais les jeunes filles qui passent le pangui, elles sont dénudées, et il y a un moment où elles sont nues devant le reste du groupe qui participe à la cérémonie. Mais ça, c'est souvent, on va dénuder l'enfant, on va lui enlever ses habits d'enfant. On va le priver des jouets auxquels il tenait. Ça, c'est l'étape de marge, de manière à quelque part séparer, dépouiller le sujet de ce qui le reliait à sa vie d'enfant. Et ensuite, on va avoir une troisième étape qui est l'étape... L'aspect cérémoniel ? Voilà, l'étape d'agrégation où on va reconnaître le sujet dans sa nouvelle identité. On va lui faire une fête, on va lui donner de nouveaux habits. Dans certaines cultures, on va le tatouer un tatouage qui restera à vie et qui viendra lui rappeler qu'il a franchi cette étape. Ce qui va être important, et ça je crois que c'est le travail que vous faites, c'est qu'il y ait une reconnaissance par le groupe. Maintenant, pour qu'il y ait rite de passage, il faut qu'il y ait ces 3 étapes. Il y a l'étape de marginalisation, elle n'est pas toujours acceptée, on voit notamment, et puis elle n'est pas toujours bien faite. Quand elle est faite traditionnellement, c'est contrôlé, les adultes, le groupe, la communauté, les anciens sont là pour surveiller à ce que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de débordement. On voit dans les bizutages, il y a souvent une tentative de marginalisation, on va dénuder le sujet, on va lui faire des choses. Est-ce qu'on peut considérer que le bizutage, tel qu'il est pratiqué dans les sociétés, dans les universités, etc., est-ce qu'on peut considérer que c'est un rite de passage ?
c'est des formes de rites de passage. Après, maintenant, est-ce qu'ils sont acceptables? Il n'y a pas de consentement nécessaire, en l'occurrence. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un rite de passage, pour qu'il soit considéré comme tel, ça ne nécessite pas un consentement, ou alors c'est le poids de la société qui fait autorité. Consentement, de manière historique, beaucoup de personnes qui allaient dans certaines grandes écoles, dans certaines institutions, savaient très bien que pour pouvoir être accepté, pour pouvoir suivre le parcours, il allait falloir se soumettre à des choses parfois très humiliantes. Maintenant, c'est là-dessus qu'on revient. Mais c'est aujourd'hui que ça fait débat. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il y a une atteinte à la liberté. Je veux dire, quand on appartient, par exemple, à une communauté amérindienne, par exemple, où on a une vie collective, il y a des choses qui se partagent, des liens on va dire, de parentalité, etc. C'est transversal tout ça. Et quand on arrive dans une école, une grande école par exemple, on peut venir du fin fond de la Guyane et se retrouver complètement démuni face à des pratiques qu'on ne connaît pas. Et donc en quoi cela transforme en fait cette barbarie en passage, en rite de passage. C'est un rituel peut-être là, oui. Bizutage, par rapport au rite de passage traditionnel, tu as un chevauchement, non? Il y a une intersection entre deux ensembles rites culturels. Quand les choses sont bien faites, qu'on vienne de la Guyane, qu'on vienne de Corrèze, qu'on vienne de Chine, quand les choses sont bien faites, à partir du moment où il y a agrégation, à la fin, tout le monde appartient à la même communauté. Les rites de passage visent aussi à faire en sorte que les personnes qui ont franchi le rite se sentent appartenir à une société donnée. Le risque, et ce qui va être dangereux, c'est que parfois, c'est au détriment de ce qu'on possédait avant et de ce d'où on vient. Quand il s'agit d'enfants qu'on va faire grandir dans une société donnée, on les fait devenir adultes dans la société donnée, on les dépouille de leur histoire d'enfant. Quand il s'agit, comme vous venez de le souligner, de la question de venir d'une autre culture, ça peut sous-tendre qu'on les dépouille aussi de leur identité culturelle. Et c'est le risque. Et là, c'est plus violent, ça soulève des questions extrêmement complexes. Mais je reviens juste sur cette question-là, qui est une question aussi brûlante au sein des communautés, c'est-à-dire les jeunes filles bushinangé, la plupart ne veulent pas forcément vivre cette cérémonie du Gipangui parce qu'elle implique de nouvelles responsabilités, elle implique des choses qui ne sont pas faciles à admettre. Mireille Osakwa Badami, dans son travail sur le rite du mariage chez les jeunes filles Kalinia, elle montre aussi toute la violence que ça peut sous-tendre. Et au prisme d'un regard contemporain, quand on regarde ça au XXIe siècle, ça peut questionner qu'on soit Kalinia, qu'on soit français d'Auvergne. Alors je vais préciser, tout l'intérêt que suscitent les conférences à l'université, parce qu'il y a cet ouvrage qui a été réalisé Grandir avec le vivant, mais on a la chance d'avoir eu l'opportunité d'avoir des conférences où les intéressés sont venus exposer leurs publications et où dans un amphi plein à craquer, eh bien, les questions fusent de partout et je trouve que ça aussi, ça a cet intérêt-là. Publier un ouvrage comme celui-là, c'est nous mettre face à des réalités que nous négligeons ou alors que nous minorons parce que elles ne sont pas prises en compte naturellement par l'ensemble du groupe. Je veux dire, et c'est peut-être un moyen aussi de mieux se connaître et de mieux comprendre dans quel environnement se déroulent ces pratiques. Tout à fait. Là, je me permets, je pense, là, par exemple, je pense à le chapitre d'ouvrage réalisé par Choli sur le rite de passage, le passage qui consiste chez les jeunes gens Hmong et plus précisément les jeunes hommes à devenir un homme. Ben, finalement, en Guyane, qui connaît ce rite-là qui consiste à tuer, à témoigner du fait qu'on sache tuer un animal pour pouvoir montrer à la famille de la future épouse qu'on est devenu un homme, qu'on sera un homme et qu'on saura gérer le foyer.
Et ça, c'est pas des choses qu'on connaît forcément. Eh bien voilà, donc il y a dans cet ouvrage de nombreux petits trésors à découvrir autour de nous pour mieux se connaître et pour en parler également, parce que généralement quand on vient de quelque part, on nous demande d'où on vient, il faut pouvoir être un bon ambassadeur du lieu qui nous a vu grandir, naître et comprendre l'environnement. Je pense que Nitza Boulet a envie d'ajouter quelque chose tout à l'heure. Ah François? oui, justement, Oui. en fait, je voulais réagir plus sur l'aspect rite de passage Oui. qui peut être transposé aussi par rapport au fait que, justement, même le fait, par exemple, pour un étudiant de soutenir, par exemple, sa thèse, c'est un rite de passage où, justement, il y a des universités qui ont des pratiques, j'ai pas envie de dire violentes, mais quelquefois violentes, pour, par exemple, les nouveaux ou nouvelles arrivantes, sont soumis à par exemple, à mettre des trucs dans leurs cheveux ou, en fait, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on a toujours ce côté où on invite justement l'autre à rentrer, à être conscient que l'autre sort de là pour venir là, etc. Et quand vous parliez tout à l'heure, par rapport à la question de Fly, je pensais encore à Richel qui disait à l'une des poétesses, et allez, je te cède mon personnage. Allez, viens, prends. En fait, c'était le personnage de Neg Marron. Elle jouait Neg Marron l'année dernière dans Écho des Rues Masquées. Et là, elle l'invite à prendre le personnage pour jouer et Neg Marron aussi. Donc, c'est aussi cet aspect qu'on peut voir aussi dans ce que c'est un rite de passage. Voilà, on peut transposer. Voilà. Bien, alors ça n'a rien d'un rite de passage, mais ça va être une chaise musicale. Donc je demande à Sébastien Chapelon de laisser sa place et on va accueillir tout de suite Nadlika Joseph. Bienvenue, ça va? Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces trois, peut-être 4 semaines en immersion autour du carnaval? Alors, durant cette semaine, on est allé dans les rues pour visiter, pour apprendre pour découvrir des détails sur le carnaval, pour pouvoir écrire des poèmes. On devait écrire 3 à 4 poèmes. Et donc, on a saisi des moments importants sur le carnaval pour pouvoir écrire nos poèmes. Dont un poème devait être obligatoirement sur le personnage. D'accord. Et ça veut dire que tout ce travail de collecte, de réflexion, d'écriture, c'est ce travail qu'on va retrouver lors de la restitution qui aura lieu vendredi. Oui, vendredi à 19h. N'oubliez pas de venir. Ben ouais, mais j'imagine que vous avez vraiment envie qu'il y ait du monde pour saluer ce travail. Mais il y a un travail préalable, c'est-à-dire que vous devez les apprendre, ces textes. Vous les avez déjà? Vous les maîtrisez déjà? Vous me donner déjà un exemple de texte qui sera dit vendredi? Oui, voici un extrait de Variante carnavalesque. Oui, allons-y. Toi aussi, je te vois, éperdument belle sous la pluie glaciale, courage. Car ton sourire sorti des tripes apaise l'orage. Tes oreilles, bercées par les langues amérindiennes bushinangue créole, reflètent les carrefours de l'histoire. Cependant, d'autres taisent leur langage pour convenir. Dommage. Bravo! Et c'est vous qui avez écrit cet extrait-là? Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Ben bravo! Et donc, sur scène, vous serez... il y a une scénographie, il y a des costumes, comment ça se passait? Il y a des costumes, il y a des scénographies. Dans la restitution, on ne va pas faire que réciter les poèmes. Il y aura aussi de la musique, de la danse. Voilà. Oui. Et à côté de cette immersion dans les rues de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, donc ça vous a fait un dépaysement, vous êtes allé sur place vivre et ressentir la rue, on va dire. Est-ce que les activités annexes que vous aviez déjà, ça vous a été utile? Parce que je sais que vous pratiquez la danse, par exemple, du modern jazz et du classique. Est-ce que ces compétences seront convoquées pour la scène? Est-ce que vous allez utiliser tout ça? Oui, car ça me permet d'être plus à l'aise avec mon corps pour les mouvements qu'on doit faire. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Nadlika. Et je vais écouter maintenant Winsmar, qui va prendre la place de Nadlika. Bienvenue, installe-toi. Et pendant ce temps, c'est un travail régulier que vous faites autour de cette façon d'habiter son corps.
y compris le corps des femmes. Vous avez écrit également une pièce de théâtre qui parlait de la traversée. Traversée spirale. Traversée spirale. Oui, qui parlait de corps de femmes, mais surtout les corps de femmes migrantes, où justement on parlait sur ce que vivent ces personnes qui migrent, spécialement les femmes, et l'aspect spirale et qui revient, et ça nous a permis aussi de replonger dans cette migration forcée. Et on se questionnait encore, est-ce que ces personnes qui quittent leur pays ne sont pas quelque part contraintes de quitter leur pays? Et comment regarder ça autrement? Comment voir ça autrement et traverser spirale avec cette parole d'une personne migrante qui a vécu et cette traversée, ça nous permet justement de voir la réalité en face. Merci. Nous allons maintenant écouter Winsmar Cavalier. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Voilà. Alors, et toi, comment tu as vécu ça? Si tu devais me donner 2 impressions de ces moments passés en immersion, tu dirais quoi? C'était incroyable. Et j'ai su bien regarder les détails pour bien écrire mes poèmes. J'aime beaucoup le carnaval et écrire des poèmes, donc pour moi c'était extraordinaire de mélanger les deux. Donc j'ai beaucoup aimé. Et tu peux nous livrer quelque chose que tu retiens déjà ce que tu vas livrer vendredi? Tu as déjà en tête quelque chose que tu peux nous livrer? Oui. Vas-y. Masque des violences anciennes. Il charrie la monstruosité apprise. Devant lui, les enfants font une mise en scène, car ils voient ce que l'on oublie, régularise. La peur qui séjourne les formes. Dans les silences des grands spectateurs, leurs âmes sont rassasiées des conformes. L'histoire tapie sous ce costume, fait de ces accoutrements leur plus grande amertume. Bravo, vraiment bravo. Et bravo pour ce travail, vraiment, Nitza, avec ces jeunes. J'imagine que Marc Loni, vous qui êtes féru de lettres, quand vous voyez ce travail... Je suis confondu, je suis émerveillé par le travail qui se fait, c'est incroyable. Ouais. C'est bien. Ouais, vraiment très beau projet. Bravo, c'est un beau projet et en plus c'est un projet qui va au-delà de la sphère artistique. C'est un projet de vie parce qu'en fait vous êtes en train d'accumuler tout ce qu'il vous faut pour être outillé, armé et partir et constituer des branches solides de cet arbre que nous évoquions tout à l'heure. De Guyane de demain, voilà, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment les réflexions qu'elles ont pu voir et qu'elles ont pu faire autour de chaque élément, chaque détail. Par exemple, on a une semaine de résidence création-répétition, donc on a vraiment une semaine pour qu'elles puissent mémoriser et pour la mise en espace, etc. Donc, voir comment, par exemple, Nadlika saisit les différentes personnes, les différentes personnalités qui existent au carnaval pour en faire un poème, ou justement la façon dont Darla décrit sa balayeuse. Donc, en fait, c'est vraiment extraordinaire et on est vraiment, vraiment, vraiment fiers d'elle et on pense que l'année prochaine sera extraordinaire, mais déjà, on invite les gens à venir le vendredi 13 février à 19h à l'Accordeur. Voilà, et ça à Cayenne. À Cayenne, voilà. C'est la rue Barra, c'est ça? Oui, c'est la rue Barra. À l'Accordeur. Donc, et en plus, ce qui est formidable, c'est que vous ayez pu assister à cette émission avec une mise en perspective d'un parcours extraordinaire. Il est tellement extraordinaire que je vous promets une émission spéciale qui sera consacrée à Tony Riga pour comprendre que souvent, nous sommes à l'ombre d'un baobab, mais on ne sait pas l'identifier. Ou alors à l'ombre d'un géant, on ne sait pas l'identifier. Ce monsieur, il suscite chez moi une admiration sans faille parce qu'il est déterminé et que son parcours est exemplaire à plus d'un titre. Excusez-moi de faire des parallèles, même quand il n'y a pas lieu de faire comparaison, parce que comparaison n'est pas raison. Mais si la France, dans le domaine de la mode, par exemple, parle de Jean-Paul Gaultier, tout le monde comprend ce que signifie Jean-Paul Gaultier dans la mode en France. Eh bien, je prends cet exemple-là et je dis que sans sourciller, Monsieur Tony Riga pourrait être le Jean-Paul Gaultier dans son approche artistique de plasticien. Et vraiment, je le félicite parce que cette humilité dont il fait preuve quand on le voit dans le carnaval, comme Monsieur Tout-le-Monde, eh bien, ça en dit long sur ce qu'il a pu apprendre de la vie
et ce qu'il a pu accumuler en étant seul comme un chien crabier dans la vase et dans la forêt. Merci beaucoup Tony Riga pour ça. Et puis je vous invite à aller poursuivre la visite si vous voulez voir une de ses œuvres. C'est à Matoury, oui, au Centre culturel Abel Adonai, jusqu'à la fin du mois de février. Et vous serez ici jusqu'au mois de mars, c'est ça ? Oui, mars. On va quand même terminer en disant que vous avez eu l'occasion d'aller faire des formations Oui, quand j'entends tout ça, déjà pour ce qu'elle a dit par rapport les gosses par rapport à leur histoire, enfin leur chanson, leur poème. Il faut savoir que moi, pour mes costumes, j'écris aussi une histoire. Je ne fais pas un costume pour faire un costume, il y a quelque chose derrière, une vérité. Voilà. Et donc, oui, effectivement, les jeunes. Oui, je fais aussi des ateliers. Des ateliers avec des jeunes. À Mana, notamment, par exemple. Oui. Ah oui, alors il faut dire que à cette époque, il n'y avait pas ni Noirs marrants, ni Indiens qui faisaient le touloulou. Quand on est arrivé, ils nous ont dit non, c'est des trucs de diable. Non, on fait pas ça. Et donc, on est resté 2 semaines. Et je vous jure, quand j'ai vu Kourou, cette année, ça m'a fait chaud au cœur. Bien, c'est super. Alors, l'émission se termine et on aurait bien aimé rester plus longtemps, mais je vous promets un droit de suite à la fois pour Tony Riga, mais également pour le collectif qui accompagne Sébastien Chapelon et Jocelyn Lachance qui ont co-dirigé cet ouvrage. Je ne désespère pas de revoir en Guyane, à l'occasion d'une conférence, Marc Loni, que j'ai eu plaisir à accueillir dans Périscope. Merci. Et donc, comme il y a plusieurs auteurs, alors je prends l'engagement ici, à la faveur de leur disponibilité et des événements qui vont ponctuer l'année littéraire et universitaire, de les avoir tour à tour pour évoquer cette question. C'est un livre que vous devriez tous avoir, vraiment, parce que il me semble que il est important de savoir qui on est, d'où on vient et comment les choses se mélangent, parce qu'on est une terre où des passerelles sont amenées à continuer à se construire plutôt que des murs. Merci beaucoup, comme j'aimerais le dire en terminant cette émission. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres et allez tous vous faire aimer. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Tous les mercredis de 19h à 20h, Périscope explore la Guyane à travers sa diversité culturelle. Sur Télépays, Fly le Randy considère, observe et donne à voir tout ce qui nous regarde. En Guyane, le magazine qui offre un espace d'échange et de partage à tous les acteurs culturels, c'est Périscope. C'est Périscope. La passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Mi bonne nouvelle. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Ça c'est Périscope avec Fly, nous Paris en noir. Zot pouvez virer Périscope avec Fly, la Guyane ça cabaye. Si tous les Périscope vini si t'as pas t'as pouvez virer Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Ça c'est Périscope avec Fly, nous Paris en noir. Zot pouvez virer Périscope avec Fly à la bête à cabaye.